Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une autre expression populaire. Les Anglais ont débarqué, une expression qui signifie que madame a ses règles. Une expression qui ne nous renvoie pas au débarquement de Normandie en juin 1944 ou encore au fait que ma région était totalement envahie pendant la période estivale, mais plutôt à l'époque napoléonienne et notamment aux Anglais. Mais le savais-tu? C'est vrai que de parler de son intimité ou de sexe est encore aujourd'hui considéré comme tabou dans notre langage quotidien. Ne serait-ce que pour l'évoquer, les femmes ont dû trouver une solution poétique pour en parler ou du moins le signaler. Alors que dans de nombreuses sociétés traditionnelles, avoir ses règles était respecté, voire même célébré. La femme passait du statut d'enfant à celui de femme capable de donner la vie, un acte sacré en lien avec de nombreuses forces de la nature. Ainsi, elles étaient par la suite isolées, rejoignaient leurs aînés et apprenaient à leur contact tout ce qu'il y a à savoir sur la sexualité, la vie d'adulte et les devoirs du mariage. Mais il faut savoir que de tout temps, le corps médical a été fasciné par ces menstruations. Dans la Grèce antique, Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, partait du principe que la conception était réalisée à partir des semences d'hommes et de femmes et que le sang menstruel servait à alimenter le fœtus en temps de grossesse, d'où l'arrêt des règles pendant cette période. Pour Claude Gallien, qui exerça la médecine à Pergame et à Rome, où il soigna d'ailleurs plusieurs empereurs, les pertes correspondaient surtout à une régulation du sang. Forcément, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, on poursuit les études sur le sujet pour démontrer la toxicité de ces pertes et permet surtout d'appuyer la croyance que l'écoulement est synonyme de bonne santé, car il permet l'évacuation des toxines et le renouvellement du sang. Pour de véritables avancées scientifiques, il nous faut attendre 1672 avec Régnier de Graff qui découvre les follicules ovariens, mais surtout celle du gynécologue japonais Kyotsaku Ojino qui en 1924 a déterminé que la femme ovulait en général une fois par cycle menstruel, celle-ci s'étendant du 12e au 16e jour après le début de ses règles. Par extension, on va voir la naissance de la méthode Ojino-Knoss. Knoss Hermann, un autre gynécologue qui va proposer une méthode de contraception ou de conception selon les désirs du couple en se basant sur le calcul des cycles. Alors bien évidemment, il y a eu aussi des préjugés par rapport aux règles, certains considérant que le corps de la femme était totalement imparfait au vu de la substance et de l'odeur, mais pas que, puisque le sang alimentait aussi de nombreux fantasmes. La femme était donc considérée pendant cette période comme impropre, impure, voire à l'époque médiévale, maléfique. Certains iront jusqu'à penser qu'elles peuvent rendre des aliments et plantes toxiques, altérer les objets de valeur ou encore qu'il était possible d'attraper la lèpre à leur contact. Je vous engage à regarder un extrait de Pline l'Ancien que je vous ai mis dans la section commentaires et qui est particulièrement éloquent. Et bien sûr, j'ai poussé le vice et la curiosité à étudier l'évolution de l'hygiène intime de ces dames, et pour cela, je suis remonté aux alentours de 1600 avant notre ère chez les Égyptiens qui étaient eux en avance sur leur temps. Les Égyptiennes concevaient des tampons périodiques avec du papyrus ramolli, ce qui vous en conviendrait était particulièrement astucieux. Alors qu'au 5e siècle, chez nos amis grecs, on utilisait des compresses de fibres enroulées autour d'un bâton de bois, et chez les romaines, de la laine. Vous l'avez compris, c'est l'ancêtre du tampon. Avec l'arrivée et l'extension de la religion mais aussi de la morale chrétienne, l'utilisation du tampon est devenue tabou, un péché mortel, voire même l'incarnation du mal. Ainsi, au Moyen-Âge, les femmes ne portent plus de protection à part des jupes très longues. L'ensemble est à l'air et même si je pars du principe que rien ne vit en vase clos, vous en conviendrez, ce n'est pas terrible d'un point de vue hygiénique. Petit à petit va se répandre l'utilisation de linge en coton que l'on attache sur les hanches, facile à utiliser et aussi facile à laver. Par la suite, nous aurons les premiers sous-vêtements qui vont faire leur apparition et qui vont permettre de préserver les vêtements. Mais le problème, c'est que ces sous-vêtements étaient portés durant plusieurs jours. Bref, il nous faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître la machine à filer qui va permettre de produire en masse des culottes et donc permettre aux femmes d'en changer tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ceci est à mettre en lien avec les travaux de Louis Pasteur qui indiquent que se laver régulièrement, c'est quand même bien top. Les premières serviettes hygiéniques produites industriellement vont apparaître en 1920 après la Première Guerre mondiale. Alors il faut savoir que les infirmières utilisaient les bandages pour absorber leur flux. Ainsi, la société Kimberly-Clark repompe le système et commercialise le modèle Kotex en 1921. Elles sont amovibles et se fixent grâce à une ceinture qui se fixe à la taille ou grâce à des épingles. A savoir mesdames que l'apparition de la fameuse bande adhésive arrivera 50 ans plus tard et il faudra aussi attendre 1963 pour trouver des serviettes jetables dans toutes les grandes surfaces. Et pour ce qui est des tampons, il nous faut patienter jusqu'en 1929 avec Earl Cleveland Haas, médecin américain qui reçoit une patiente qui lui avoue avoir glissé un morceau d'éponge dans le vagin pour absorber les écoulements. Pas fou le bonhomme, il va reprendre l'idée et créer le premier modèle de tampon avec applicateur et déposer le brevet en 1931, constituer la Tampax Incorporated en 1934 et commercialise le produit en 1936. Pour en revenir à notre expression, il nous faut revenir en 1815 et notamment lors de la bataille de Waterloo qui s'est déroulée le 18 juin. D'un côté, nous avons l'armée britannique dirigée par le duc de Wellington qui sera épaulée en fin de journée par l'armée prussienne commandée par le général Blücher. Napoléon est battu et se rend aux Anglais qui l'exilent à Sainte-Hélène qui est une petite île isolée dans l'Atlantique du Sud. Il va d'ailleurs y mourir 6 ans plus tard, le 5 mai 1821. A noter que cette bataille met fin au Premier Empire.
Au-delà de cette défaite, les Anglais débarquent en France et vont nous occuper jusqu'en 1820. A noter qu'à cette époque, les soldats anglais portaient des uniformes rouges. Du coup, on fait le lien entre le flot anglais qui occupe le pays et le flux de ces dames que l'on retrouve dans le langage populaire parisien de l'époque. Mais ne croyez pas, les femmes ont su développer d'autres qualificatifs très imagés pour parler de leurs règles et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous en citer quelques-uns. Avoir ses ours, une expression qui date du XXe siècle, partant du principe qu'un homme, en général de très mauvaise humeur, est appelé un ours. La comparaison est vite réalisée avec les femmes qui ronchonnent. On demande alors à celle-ci si elle a ses ours. Ou pas en fait. Avoir ses ragnagnas, une expression assez difficile à dater et à expliquer mais qui semble provenir du gascon arrogant qui signifie désir. Ainsi on nous fait comprendre que madame va reprendre le début de son cycle et donc c'est un prélude à l'amour et au désir. Nous avons également écraser les tomates, être gêné, empêcher, recevoir sa famille, repeindre sa grille, les vilaines, avoir ses fleurs et ma préférée, mon chat a le nez qui saigne. C'est délicieux. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout garder à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.